was right for me, my perfect match. If I can't get real stressed, why there's a robot for that. I was raised by robots. I was raised by robots. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. C'est Jérémy, Alzi. Bienvenue sur l'interview Eureka, sur la chaîne, sur le site magiciendelaCommunication.fr. C'est la dernière semaine des interviews 2020. En tout cas, ça me fait très plaisir que vous soyez là avec nous et je suis très heureux d'accueillir du coup Jérémy Lenry qui nous parlera de ces deux ouvrages et puis de Innovation RH, voilà, de son parcours. En tout cas, vous êtes bien sûr welcome à poser toutes vos questions dans le chat. Si vous avez des choses que vous voulez savoir, eh bien, on est là pour ça. Et puis, on accueille tout de suite Jérémy. Bonjour Jérémy, ça va bien? Salut Jérémy, ça Alors, va? on croit qu'on t'entend, mais par contre, c'est juste, je vais baisser un petit peu la musique. Voilà. Super. Ça va? Ça va, ça va. J'entendais même pas la musique. Et oui, du coup, c'est comme elle vient de mon PC, je la mets un petit peu pour l'intro. En tout cas, je vois qu'il y a un petit peu des gens qui sont là ce soir, donc bienvenue à vous. Si vous connaissez pas le principe, c'était que depuis la rentrée, tous les mercredis, j'avais un invité et j'avais envie de parler de son parcours, de connaître un petit peu son point de vue sur la communication, sur la magie de la communication, puisque moi, mon point de vue, c'est de dire que c'est la communication qui fera la différence entre deux personnes à compétences techniques égales. Donc voilà, je voulais savoir peut-être si tu es d'accord avec ça, mais on en parlera un petit peu après. D'abord, je te laisse peut-être te présenter pour les gens qui ne nous connaissent pas, et puis après, on pourra parler plus en détail de différents sujets sur la communication. Ouais, avec grand plaisir. Et pour jouer le jeu de la communication, je vais me présenter rapidement de deux manières. La première manière qui est la plus rapide, la plus courante, et vous verrez qui donne pas du tout la même impression que la deuxième. Mm. Donc, pour faire très simplement, je suis chercheur et entrepreneur. Aujourd'hui, je suis le directeur de la recherche chez Job Teaser. J'ai monté plusieurs boîtes avant que j'ai revendues. Je suis diplômé d'HEC et d'Oxford et j'ai un doctorat en psychologie de Paris-Descartes. Donc ça, c'est la version simple. Et quand on dit ça, ça fait oh, le profil super solide, machin, hein, tout ça. Euh, et en fait, quand on détaille un petit peu, quand on va au-delà de la communication, c'est pas tout à fait ça. C'est moi, j'ai arrêté les études après le bac. J'ai été rattrapé par ma prof d'anglais qui m'a convaincu de poursuivre les études, m'a aidé à préparer les concours pour partir à l'international. J'ai eu la chance de partir en Angleterre à Oxford, être financé par le Rotary Club et la région pour pouvoir partir. J'ai fait mes études là-bas, ça m'a permis ensuite de faire mes études en Australie, revenir en France, bosser. Après un deuxième master, puisqu'en France, mes études à Oxford, ça valait que dalle. Donc, bosser en France pendant 3 4 ans, démissionner, reprendre mes études, arriver à rentrer à HEC après 2 essais, bosser un peu en finance, trouver que la finance c'était moche, démissionner et là monter mes boîtes, une qui a marché, l'autre que j'ai dû liquider parce qu'elle a fait faillite. Et donc oui, effectivement, elle a été revendue à quelqu'un d'autre, mais pas vraiment de ma pleine volonté. Et ensuite, je me suis associé à la grosse startup dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc voilà, il y a deux manières de raconter l'histoire. Ouais, il y en a une avec beaucoup plus de ups and downs, comme on dit, où je suppose qu'il y a eu plusieurs déceptions et puis plein de réussites aussi. Du coup, c'est quoi ton métier aujourd'hui, selon toi?
Aujourd'hui, je me définis pas vraiment. Ouais. J'ai plusieurs activités. Enfin, mon métier officiel, c'est directeur de la recherche et de l'innovation. Mais en vrai, j'aide beaucoup des gens à monter des boîtes. Je publie des articles scientifiques par ailleurs. J'interviens pas mal en conférence, j'écris des bouquins. Ouais. Donc aujourd'hui, mon métier, c'est plutôt de prendre mon pied. Ouais, trop bien. Bah, ça fait plaisir quand tu peux partager ton pied et la passion et ce que tu aimes faire avec ton métier et tous tes projets, clairement. Du coup, bah, effectivement, parlons de tes deux ouvrages. Tu as écrit des bouquins. Ça fait combien de temps que tu as écrit ton premier bouquin? Alors le premier bouquin, je l'ai écrit en 2016 Ouais, et le deuxième en 2018. ok. Et du coup, il parle de quoi? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a poussé à les écrire? Est-ce que ça a changé des choses? Toujours pareil, quand on regarde le beau côté, j'ai eu la chance de publier 2 bouquins chez Duno, qui est un super éditeur, c'est ultra solide, très quali. La réalité, c'est que j'avais un collègue qui allait écrire la première fois un bouquin sur le sujet de l'innovation RH. Moi, j'avais monté une boîte, le Lab RH, qui traitait des sujets d'innovation RH. Il m'a proposé de collaborer sur le bouquin. Je me suis donné à fond pour pouvoir être auteur avec lui dessus. Et donc, j'ai réussi à être auteur sur le premier bouquin. Ça m'a donné envie et je me suis lancé pour écrire le deuxième après. Et après plusieurs refus, Duno a accepté de finalement le publier. Et donc, j'ai réussi à publier mes 2 bouquins. Et là, j'en ai 2 qui vont être publiés l'année prochaine. Ah, ok, super. Est-ce qu'on peut avoir un petit teaser ou un petit indice sur le nom? C'est quoi les sujets? Quel type de Ouais, bouquin c'est? ouais, alors le tout premier que j'avais écrit, c'était sur l'innovation RH. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut repenser le management, comment est-ce qu'on peut repenser le recrutement, tous les gros sujets des ressources humaines. Le deuxième, c'était vraiment c'est mon sujet de cœur. C'est quoi les compétences dont on a besoin demain? Comment est-ce qu'on les identifie? Pourquoi est-ce qu'elles sont importantes? Quelle place ça a dans notre société? Comment ça se traduit? Et surtout, comment est-ce que ça prend forme dans le cerveau? Donc il y a de l'histoire, il y a de la psychologie, il y a de la neurologie. J'ai vraiment mélangé plusieurs disciplines pour permettre vraiment d'aller au fond du sujet et éviter le bullshit. Et là, en fait, l'année prochaine, donc il y a 2 bouquins, un qui est la suite de celui-là. Cette fois-ci, c'est comment est-ce qu'on les développe concrètement du coup, Ok. toujours basé sur des travaux de neurologie notamment. Comment est-ce qu'on arrive à développer la créativité concrètement en situation de travail, chez soi, comment on la développe chez ses enfants, chez les autres. Et un autre bouquin qui va être plus sur le sujet de l'orientation, parce que je m'intéresse beaucoup au parcours professionnel, à la manière dont on peut rebondir dans la vie, notamment quand on a des accidents de vie, quand on veut se reconvertir. Ouais. Et donc, on publie un bouquin avec Duno sur un projet sur lequel je bosse depuis 2 ans, qui est ce qu'on appelle le parcours universel d'orientation. C'est comment créer une orientation accessible à tous et efficace pour tous. Ouais, ok. En plus, à différents degrés, à différents niveaux, du coup, d'études et tout ça. Donc, ça doit être ouais, C'est ça. assez complexe. Ok. Et du coup, ces compétences du 21e siècle, est-ce que tu en as identifié quelques-unes? Est-ce que tu aurais des conseils pratiques peut-être à donner aux gens qui nous regardent sur quelles vont être les compétences les plus demandées et comment est-ce qu'on peut les développer? Ouais, avec plaisir. Donc le sujet, il remonte à plusieurs années. Il y a une étude qui est sortie, qui faisait super peur, qui disait que la moitié des jobs allaient disparaître. Au moins la moitié des jobs allaient disparaître et que donc la moitié potentiellement de l'humanité allait se retrouver au chômage, qui pour un très grand nombre de raisons est une analyse absolument débile. Euh, En fait, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites depuis ça, mais ça a beaucoup posé de questions sur finalement si vraiment l'intelligence artificielle, l'automatisation est en train de grignoter certains jobs, bah, sur quelles compétences il faut se recentrer pour être sûr d'avoir un job demain. Mm. Et donc, on parle beaucoup des soft skills, et c'est un mot en France qu'on maîtrise très mal, on met vraiment tout derrière ça. Et l'OCDE, le World Economic Forum, beaucoup de chercheurs ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Et donc, moi, j'ai fait mon doctorat spécifiquement pour comprendre concrètement c'est quoi les grandes compétences dont on a besoin et qui permettront d'avoir un job demain en dehors des compétences techniques. Et il y en a 4, on les appelle les 4 C. Ok. En com, ça passe bien. Ouais. Donc, communication, collaboration, créativité, esprit critique.
Pourquoi ces quatre-là? Parce que les machines, les tâches qu'elles arrivent à faire, c'est des tâches qu'on fait toujours de la même manière, ce qu'on appelle des tâches routinières. D'accord. Et donc, en fait, dans le boulot, pour les humains, ce qui reste, c'est des tâches non routinières. Autrement dit, les tâches qu'on fait jamais de la même manière. Et un truc qu'on fait jamais de la même manière et pour lequel on n'a pas la solution à l'avance, ça s'appelle un problème à résoudre. Et donc, ce qui compte, c'est la capacité à résoudre des problèmes, Ouais. et a priori collectivement. Donc, créativité, esprit critique pour résoudre les problèmes, communication, collaboration pour les résoudre en groupe. Super intéressant d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu penses il y a beaucoup de sociétés, je crois, qui font des escape games maintenant, même pour faire des recrutements. Est-ce que c'est des idées qui viennent de toi, par exemple? Non, non, c'est pas du tout une idée qui vient de moi. Je trouve que c'est hyper intéressant. Ça se confronte d'un autre côté au problème que les soft skills, c'est ultra dur à évaluer. Ouais. Et il vaut 1000 fois mieux faire un escape game pour évaluer les soft skills que de mettre un questionnaire et de faire répondre à un questionnaire. Pourquoi? Parce que la particularité des soft skills par rapport aux autres compétences, ça veut dire quoi, soft skills? C'est la capacité à réfléchir et interagir pour pouvoir s'adapter à une situation. Alors qu'une compétence technique, c'est un peu le truc qu'on va utiliser toujours de la même manière. La soft skill, elle va permettre justement de prendre l'info autour de soi, avec les gens, avec ce qui se passe, pour se dire comment est-ce qu'il faut que je réagisse. Et ça, bien réagir, bien réfléchir, c'est ça les soft skills. Et donc, l'escape game, par exemple, il va pouvoir voir comment on réagit en vraie situation. Le test papier, c'est un peu débile, c'est ce qu'on fait depuis 50 ans. Pour des soft skills, c'est pas incroyable. Ouais. Ouais. Mais l'escape game, il est aussi super biaisé. Oui, il peut être un peu biaisé. Et puis après, ça permet aussi de mettre des gens en groupe et puis de voir comment ils interagissent en groupe sur des sujets où ils n'ont pas l'habitude, où ils peuvent être un petit peu perdus, ce qui permet de déstabiliser un petit peu. La difficulté de l'escape game, c'est qu'il a été créé par des gens qui ont une certaine logique, en se disant, il est logique de penser ça, puis ça. C'est pas parce que toi ou moi, on n'a pas cette logique-là qu'on est des débilos. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, c'est toujours le sujet d'évaluer, quoi. C'est par rapport à quoi. Ouais, et donc, est-ce que tu parles de beaucoup de ça, des intelligences, les différentes intelligences qui peuvent exister? Merci de me lancer sur le sujet. Avec Parce plaisir. que, en fait, c'est ce sujet de l'intelligence qui m'a fait partir sur le sujet des compétences au départ. Parce qu'on parle souvent de l'intelligence, t'es intelligent, t'es pas intelligent. Alors l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter. Donc réciter le Becherel, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est essayer de faire la compétition avec une clé USB, c'est pas de l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité à s'adapter, c'est vraiment ça. En fait, il n'y a pas qu'un seul type d'intelligence. Et là, je parle pas de intelligence rationnelle, intelligence émotionnelle, hein. On va laisser ça à qui veut, qui veut le prendre. Non, là, on parle de vraiment de ce à quoi on est sensible, en fait. Parce que on s'adapte aussi en fonction de ce à quoi on est sensible. Il y a des personnes qui vont être sensibles à la logique, au concept, aux faits, aux maths, à tous ces trucs-là. Donc, qui vont avoir une vraie capacité d'abstraction. Mais il y a des gens, ils vont être sensibles aux animaux, à la nature. Et ça va leur parler. Et l'exemple que je prends toujours, c'est tu vois deux petits chats et pour toi, c'est exactement les mêmes. Mais pour ton pote, il te dit non, regarde, lui, il a une petite patte différente, machin, il voit tous les détails. Ouais. Et ça, donc, on a ce type de perception, on l'a pour le vivant, on l'a pour la logique, on l'a pour les mots. Il y a des gens pour qui noir et sombre, c'est pareil. Pour d'autres gens, c'est pas du tout la même chose. On va l'avoir pour la facilité relationnelle, vraiment, la facilité à se remettre en question, la facilité à distinguer les sons même. Et tout ça, c'est des avantages évolutifs. C'est-à-dire que ces différents trucs-là, ça a permis à pas mal d'humains de survivre. Et c'était la manière dont ils étaient câblés. Et aujourd'hui, on se retrouve avec tous ces câblages différents, et sauf que la plupart d'entre eux ne sont pas valorisés dans la société. Ce qui est valorisé dans la société, c'est penser de manière logique, être bon en maths, être capable de faire la différence entre les mots. Donc l'intelligence qu'on va appeler logico-mathématique, l'intelligence verbale, c'est des choses qui sont bien valorisées, mais l'intelligence naturaliste, être sensible à la nature, auditive, être sensible aux fréquences, kinesthésique, être capable de faire ce qu'on veut avec son corps, c'est valorisé dans le foot ou la danse ou certains milieux, mais c'est dur d'y arriver. Et globalement, en fait, on est dans une société qui ne valorise pas tout le potentiel que l'être humain a acquis au cours des millions d'années d'évolution.
Ouais. Et en plus, moi, j'aime beaucoup cette notion aussi de nos sens évoluent au fil de notre vie. Et du coup, il y a tous ces paramètres qui entrent en jeu puisque on va pas voir de la même façon quand on est jeune, quand on est vieux. Et ces façons de changer, c'est difficile. J'ai l'impression que c'est des cycles qui se bouclent et on sait toujours ce qui va arriver et pourtant on fait rien. Et j'ai l'impression que là, il y a un peu ce shift des consciences qui arrive où on se rend compte que on peut utiliser notre cerveau différemment. Est-ce que tu as l'impression de ça aussi ou est-ce que on est juste quelques-uns à penser ça? Je pense effectivement que c'est cyclique. Tous les 40 ans à peu près, dans la société, il y a ce sentiment, 40-50 ans, il y a ce sentiment qui revient que la société fonctionne pas comme elle devrait parce qu'elle est Mm. trop mécanique et trop mécaniste. C'est-à-dire qu'elle force les gens à être mécaniques. Et en fait, aujourd'hui, on le vit de plus en plus, on le voit très très fort. Sauf qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est que la société, elle s'en fout un peu de ça et elle continue à avancer droit debout avec tous les codes dans lesquels on vit. Et ouais, c'est difficile de créer du changement à plein de niveaux différents en fait, déjà pour soi-même et après dans la société, comme tu dis, avec son inertie qu'elle peut avoir. Qu'est-ce que tu conseilles toi pour justement, tu parlais de reconversion, réorientation professionnelle. Comment est-ce que tu perçois ces déclics et comment est-ce que tu aides les gens à se réorienter? Alors, il y a plusieurs sujets qui sont sur plein de dimensions différentes. Le sujet sur lequel j'irai pas du tout, c'est le sujet des valeurs, parce que c'est vraiment propre à chacun. Mais les valeurs peuvent nous pousser à nous améliorer ou nous empêcher de nous améliorer. Ça, c'est un point déjà extrêmement important. Quand, par exemple, on a une vision qui est trop fortement en décalage entre ce qu'on voudrait que le monde soit et ce qu'il est, ça peut nous empêcher de progresser parce on n'accepte pas toute l'information qui vient du monde. Mm. Et du coup, en fait, on progresse pas. Il faut savoir que ce qui nous fait progresser, c'est le fait d'absorber de l'information. Notre cerveau, il sait la gérer. Hein. Il faut juste accepter de l'absorber. On dit par exemple qu'un enfant, il apprend beaucoup plus facilement qu'un adulte. Dans les faits, c'est vrai, mais il faut savoir que biologiquement, il n'y a aucune raison à ça. Ce qui se passe, c'est que psychologiquement, c'est plus facile de remplir un vase vide qu'un vase plein. L'enfant, il connaît rien, donc il apprend. L'adulte, il sait. On va pas la lui faire. Il sait, il connaît. Et donc, il critique, il remet en question, il analyse, il identifie. Et d'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, c'est une barrière énorme à l'apprentissage. Le plus gros frein à l'apprentissage, c'est l'incapacité à désapprendre. Donc moi, les gens que j'essaye d'aider, la première chose que je leur apprends, c'est accepter de désapprendre. C'est considérer que tout ce qu'ils savent, c'est peut-être faux. Même si c'est pas le cas, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils auront toujours le temps de faire le tri après. C'est considérer que tout ce qu'on sait, c'est peut-être faux. Moi, c'est des choses que j'écris dans mon bouquin. C'est ce que je dis, c'est ce que j'écris là. Si ça se trouve l'année prochaine, c'est faux. Et c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est l'info qu'on prend et comment on avance avec petit à petit. Ouais, Et ok. donc, c'est ne jamais s'arrêter. Ouais, voilà, c'est un cycle, effectivement, même dans l'apprentissage, de toujours se challenger, toujours atteindre un palier aussi. Et ça, est-ce que tu travailles aussi beaucoup sur ces automatismes, du coup, ces raccourcis que notre cerveau y fait? Tu parlais de neurologie tout à l'heure. Les neurosciences, c'est quelque chose qui te passionne aussi, comment fonctionne notre cerveau? Ouais, il y a trois raccourcis que le cerveau fait qui sont hyper dangereux. Le premier, c'est vraiment le manque d'humilité, et c'est pas humilité au sens péjoratif du terme, dans le sens t'as de l'ego ou quoi que ce soit. C'est que le cerveau, par défaut, s'il a l'info, il va la chercher dedans plutôt que dehors. C'est juste parce que, en fait, en vrai, les connexions neuronales à la mémoire sont déjà formées, alors que quand on analyse de l'info, on crée des connexions en live. Et donc, en fait, ça consomme plus d'énergie. Donc, par défaut, le cerveau a de l'ego. Le cerveau va chercher l'info à l'intérieur. Donc, c'est un effort conscient que de prendre l'info de l'extérieur. Ça, c'est la première chose Mhm. qui est compliquée. La deuxième chose, ça va être les biais, en fait. Les biais. C'est même quand on prend l'info, on va avoir tout un tas de biais. Par exemple, si je dis à quelqu'un, tu as 50% de chance de gagner ou 50% de chance de perdre, il va pas le percevoir pareil. Et suivant les gens, j'ai plutôt intérêt à dire l'un ou l'autre si je veux qu'il joue à mon jeu, par exemple. Ouais. Donc, les biais, c'est aujourd'hui, par exemple, c'est ce qui est responsable de la théorie du complot. Dans les théories du complot, on est énormément victime de biais cognitifs. Je donne un exemple. Par exemple, oui, Bill Gates a dit
que les virus allaient se multiplier. Les virus se multiplient et donc on va créer un biais d'affect avec Bill Gates qui va dire donc Bill Gates est responsable de la multiplication des virus. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça. Les biais sont hyper dangereux de ce point de vue-là. Et le dernier, c'est les émotions. Parce qu'en fait, les émotions, c'est ce qu'on appelle une heuristique de l'action. Une heuristique, c'est un raccourci. Et en fait, une émotion, c'est quelque chose qui est codé dans le cerveau pour aider à la survie normalement. C'est vrai, en fait, on ne se demande jamais pourquoi on a des émotions et pourquoi on n'aurait pas d'émotions après tout. En fait, on a des émotions parce qu'évolutivement, les émotions, elles servent par rapport à des choses qui sont dans notre environnement à avoir une réaction ultra rapide à laquelle on n'a pas à réfléchir. Et c'est ce qui nous a permis de survivre à énormément de situations. La peur, la joie qui permet de créer des alliances, la colère. Donc toutes ces émotions-là, en fait, elles ont autrefois servi à la survie. Aujourd'hui, dans la société, si on ne sait pas les manier, en fait, c'est pas question de survie. On peut pas vraiment s'intégrer et avancer. Et les émotions sont des raccourcis qui nous empêchent d'apprendre. Parce que l'émotion va bloquer la partie du cerveau qui permet d'apprendre. Et donc, canaliser ces émotions permet de laisser rentrer l'info. Ouais, ok, c'est beaucoup de PNL aussi, ça, de associer, dissocier. En tout cas, j'aime beaucoup ces notions, en tout cas de ce que tu disais, de si tu veux pas prendre l'info, du coup, tu pourras pas apprendre aussi. Et bon, bah oui, forcément, d'accepter en tout cas se dire que tout est faux. C'est un grand pas quand même pour les gens de se dire, mais t'as raison de dire, bah si c'est pas vrai en final. Et le cerveau est une belle machine qui prendra ce dont il a besoin de toute façon. Effectivement. Ok, bah ouais, très bien. Et donc du coup, tu as deux livres qui vont arriver. Est-ce que tu as d'autres projets qui arrivent? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aussi Job Teaser? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Bah oui, j'ai un autre projet qui arrive. J'ai un troisième bouquin là. En fait, entre les deux que j'ai écrits et les deux qui vont sortir, Ok, j'ai un autre bouquin qui va sortir bientôt, que j'ai fini d'écrire, qui est un bouquin de science-fiction, donc rien à voir. ok. C'est un ouvrage de science-fiction. En fait, ça fait une dizaine d'années que les boîtes que j'ai montées, ce sur quoi je bosse, les sujets sur lesquels je réfléchis, ils visent tous à la même chose. Je me bats pour donner vie à une société où chaque personne a la chance de faire la différence. Ça, c'est vraiment les valeurs dans lesquelles j'ai été élevé. C'est que chaque personne, si elle veut faire la différence, devrait pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas dans notre société. Et donc, je pars du principe que notamment l'accès à la compétence, c'est un réel ascenseur social. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris ce chemin-là, d'aider les gens à trouver leur voie et d'aider les gens à identifier leurs compétences. C'est ce qu'on fait chez Job Teaser par ailleurs, pour le placer rapidement. On aide les jeunes, on ne peut pas aider tout le monde. Il faut aider tout le monde. Quand on monte une boîte, il faut avoir un focus. Et aujourd'hui, le focus de Job Teaser, c'est aider les jeunes qui entrent sur le marché du travail à se faire leur place sur le marché du travail et à ne pas accepter le premier job qui vient. Avec une conviction, c'est que quand on est bien dans son boulot, on peut plus facilement rendre à la société. Et que donc, si on est épanoui, on a plus tendance à pouvoir aider les autres. C'est pas automatique, c'est pas général, c'est une conviction qu'on porte. Et donc, c'est là-dessus qu'on bosse. Et ce bouquin de science-fiction, en fait, il prend un peu le contraire de tout ça. Je me suis dit, finalement, si je me bats autant pour ça, c'est que je me bats contre quelque chose. Je me bats contre le risque que la société, ce soit un endroit où tu meurs comme t'es né. Et en fait, j'ai voulu écrire un bouquin de science-fiction sur une société qui est hyper déterministe et qui a échoué. Ok, waouh. Un gros plot du coup, et ouais, très science-fiction parce que ça se passe vraiment dans le futur, du coup, c'est très. Alors, ça se passe pas très très loin dans le futur, ça se passe dans 70 ans. D'accord, ok. Ça se passe à la fin de ce siècle et c'est l'histoire d'une société qui s'est pratiquement autodétruite euh, parce que c'est une société qui laissait pas assez la place à l'imprévu, dans le sens l'imprévu humain, Ouais, à la richesse humaine. de s'adapter et d'être trop dans les process et trop dans les automatismes et les mécanismes, exactement comme notre cerveau. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette image aussi de, à plusieurs échelles, la société est un gros cerveau, un gros réseau de neurones, et parfois, bah, il est un peu encalcifié comme nous, d'ailleurs, et donc du coup, il faut justement réapprendre, désapprendre. Alors du coup, est-ce que tu as des conseils pour désapprendre? Ça, c'est une notion qui est difficile.
Ouais, moi, c'est ce que j'essaye. En fait, c'est ce que j'essaye de m'appliquer. Enfin, c'est probablement la chose la plus dure à faire parce qu'à partir du moment où on a trouvé une position, un peu de confort, un peu de tout ça, on a envie de l'exploiter au maximum. Et en fait, je me dis, OK, si je veux faire quelque chose de ma vie, je peux pas tout le temps faire table rase de tout. Donc, il y a quelques bases qu'il faut que je garde. En revanche, comment je fais pour le reste, pour me réinventer en permanence? Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai monté mes boîtes. Le Labérage, qui est une boîte qui marche très très bien, j'ai laissé la boîte à un directeur général et je ne m'en occupe plus, alors que c'est une boîte où il y a plein de choses à faire, où ça pourrait être assez rigolo. Mais au lieu de ça, j'ai choisi d'aller chez Job Teaser, qui était une boîte qui était en très forte croissance, pour rejoindre les fondateurs et non pas comme dirigeant, mais comme directeur de la recherche. Donc, quand on est patron, c'est très dur de plus être patron, par exemple. Et je me suis dit, c'est pas grave, il faut que je vive cette expérience. Il faut que j'apprenne à plus être patron. Déjà, ça va me faire redescendre un peu sur terre. En plus de ça, je vais pouvoir voir les sujets différemment, creuser les sujets différemment. C'est pareil, écrire. J'ai fait mon doctorat pendant que je gérais mes deux boîtes. Je me suis lancé dans un doctorat pour me challenger à côté du boulot. J'ai réussi à le faire en 3 ans et demi. Ça a été un putain de challenge. Ça m'a coûté un mariage au passage. Mais ça fait partie des choses aussi parfois qu'on a besoin de faire pour pouvoir avancer. Euh, donc, en fait, je me mets en danger chaque fois que je peux. Je me mets en danger professionnellement, je me mets en danger dans les expériences que je fais et j'essaye d'avoir plusieurs cordes à mon arc en regardant plusieurs sujets. En fait, jamais regarder le sujet avec un seul angle. Ouais, c'est peut-être ça, les compétences du 21e siècle, c'est d'avoir plusieurs compétences, en fait, de pouvoir, comme tu dis, être flexible et pouvoir développer. Moi, je sais que dans l'émission, je parlais aussi des jeux vidéo et on en a parlé juste un tout petit peu au début, parce que je trouve que ça permet de développer beaucoup les soft skills et beaucoup de concepts qui peuvent être parfois obscurs, mais sur de la stratégie, bah, après, ça dépend comment on regarde les jeux vidéo et comment on fait le débrief après. Mais en tout cas, ça peut permettre de rendre les choses plus, on appelle ça le serious gaming aussi maintenant. Et ça se fait beaucoup dans les entreprises quand même de passer par le jeu pour former et parce qu'on apprend mieux en jouant quand même. Mais un conseil que je peux donner là, puisqu'on arrive à la fin de l'année, Ouais, c'est un truc que je me fais tous les ans. C'est je me fais mon bilan de mon année. Qu'est-ce que j'ai fait cette année dont je suis fier? ouais, Et en fait, qu'est-ce que j'ai aussi pas fait cette année que j'aurais pu ou dû faire? Et après, je me dis, OK, l'année prochaine, sur quoi je m'engage? C'est un peu comme les bonnes résolutions, mais au lieu de se dire, j'arrête de fumer ou je vais faire du sport ou je sais pas quoi, là, c'est vraiment qu'est-ce que je veux accomplir et qui restera. ouais, de se donner un bon objectif positif pour l'année plutôt que déjà je veux arrêter qui est un petit peu plus. Un objectif positif, mais surtout construire, en fait. C'est se Ouais, dire, qu'est-ce que je construis pour moi et pour le monde. ouais, ok. En fait, ça, c'est un truc que j'ai remarqué, mais moins on bosse pour soi, plus on bosse pour une cause et plus on apprend. Ouais, plus on s'écoute aussi, plus il y a des choses qui paraissent évidentes et qu'on a envie de dire, et plus ça paraît logique, enfin, comme ça, de les faire aussi. Et c'est exactement, moi, je trouve, ce qui s'est passé avec l'émission. C'était une envie, et puis, en fait, de rencontrer plein de gens, d'apprendre encore plein de choses et de découvrir plein de sujets passionnants. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment, vraiment très cool. Et puis là, ouais, voilà, t'as plein de projets qui arrivent. Donc du coup, bah voilà, surtout les livres. Et puis, je voulais savoir, est-ce que t'as des inspirations, des contes que t'aimes bien suivre? Est-ce que t'as vu un petit peu Cyberpunk 2077? Ouais, mais j'ai pas encore joué. Moi non plus. J'ai pas encore joué, mais je l'ai vu passer. Là, j'ai essayé de trouver du temps pendant Noël. Je sais pas encore. Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais sur Facebook Live, mais en tout cas, j'en parlais puisque c'est un jeu qui parle de la brain dance et qui explique que des gens enregistrent des expériences qu'ils vivent et du coup, ils peuvent les partager avec d'autres gens et donc ils ont un système. Le jeu vidéo, bon, effectivement, j'ai vu quelques images et incroyables et donc du coup, ça se passe dans le futur voilà, avec Neurocorp et beaucoup enfin un peu à la GTA aussi, mais en tout cas, ouais, ça a l'air assez dingue.
Du coup, sinon bon bah les livres, bien sûr, les tiens, je mettrai aussi les liens pour. Et sinon, est-ce que t'as des comptes Insta ou de la série, ta série du moment peut-être? Ma série du moment. Alors, j'avais un peu de retard sur Prime Video. Et du coup, là, je viens de me mettre à The Man in the High Castle, euh, que j'aime beaucoup et qui Hmm. parle en fait d'un monde où les nazis auraient gagné la guerre et où certaines personnes se rendent compte qu'un autre monde était peut-être possible. Ouais. Donc, vachement intéressant parce que ça fait toujours appel à ce sujet de dystopie. Ouais, tout à fait. Et puis série ouais, super intéressante. J'ai regardé, j'ai eu un peu du mal au début puisque les Allemands, parce que bah un petit peu, mais finalement j'ai accroché. Et puis une série un peu fantastique puisque Philippe Cadic aussi. Et du coup la partie fantastique est très très bien gérée aussi. Ouais, j'ai beaucoup aimé une très bonne série et ça va loin. Ouais, effectivement, c'est très ouais, c'est vraiment pas mal. Mais si j'ai deux références Hmm. vraiment qui m'inspirent, des références de vie. C'est en livre, c'est Le Petit Prince, Ouais. et en conte, c'est Le Conte d'Arlequin. Ok, je connais Donc, pas. bah, Le Petit Prince, tout le monde connaît. Ce qui m'intéresse avec le Petit Prince, c'est qu'en fait, Le Petit Prince, on se rend compte que bah, justement, sa capacité à arrêter de croire qu'il sait, c'est ça qui lui permet d'apprendre et de progresser. Euh, et Le Conte d'Arlequin, ça fait pas mal référence au parcours que j'ai mentionné en tout début. C'est Harlequin, c'est le petit pauvre qui a pas de quoi aller au carnaval de Venise. Et en fait, il fait le ménage dans toutes les grandes maisons riches de Venise. Et il ramasse des chutes de tissu à droite à gauche dont plus personne ne veut. Et en fait, il se crée avec ça le plus beau costume d'Arlequin et il gagne en fait le premier prix du Du... carnaval. Ok. Et ça, c'est beaucoup un truc que j'utilise comme métaphore pour mon parcours. C'est qu'en vrai, quand on creuse mon parcours, je suis inemployable. C'est une espèce de brique, ensemble de briques. Moi, je suis diplômé en physique quantique à l'origine. Je suis diplômé en physique quantique, j'ai un master à HEC en développement durable. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. Et en fait, ce qui compte, c'est pas les éléments en tant que tels, c'est l'histoire qu'on construit à partir de ça. Et je reboucle avec le sujet de la magie de la communication. C'est ce qui compte en fait, c'est le sens qu'on trouve à tout ce qu'on fait et comment on arrive à en faire une histoire qui nous fait avancer, qui nous fait aller vers l'avant, qui nous fait regarder devant et qui nous donne envie de rajouter d'autres briques. Ouais, c'est super intéressant. Comment tu les couds ensemble, et ça me fait penser au fameux discours de Steve Jobs à Stanford sur Connecting the Dots, où il explique aussi que il n'a pas eu son diplôme, mais que c'est pas ça qui lui a permis, c'est de toujours se remettre en question. Il savait pas pourquoi il avait fait du graphisme, et puis ça lui a bien servi au bout d'un moment. Et effectivement, de continuer de développer. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a accès à tout, en fait. On a accès à toute la technologie. Et sur Internet, il y a vraiment plein de cours, on peut tout apprendre. Est-ce que tu as l'impression que c'est facile pour tout le monde de tout apprendre maintenant? Alors oui, là sans aucun doute, il y a des plateformes comme Open Classroom, comme Coursera. Il y a toute l'info du monde sur Google. Bon, après, il faut vérifier, quoi. Mais globalement, en fait, c'est devenu facile d'apprendre. Et, euh, et par exemple, moi, je suis des cours sur Coursera. Et en fait, c'est gratuit. Si on veut, on peut acheter le petit diplôme à la fin. Mais sinon, c'est gratuit et c'est de super qualité. C'est vraiment équivalent à ce qu'on peut trouver dans les meilleures écoles au monde. Ok, je Bah, connaissais c'est pas. pas pour rien que Harvard, d'ailleurs, met ses cours gratuits en ligne. Ouais, bien sûr. Ouais, Et c'est tout à des fait. profs d'Harvard qui font le cours. D'accord, Coursera, je connaissais pas, je vais regarder Ouais, après. c'est la plus grosse plateforme de cours en ligne et D'accord. c'est vraiment de très très bonne qualité. Il n'y a Ouais, pas d'excuse. En 2020, il n'y a pas d'excuse pour pas apprendre. ouais, voilà, pas apprendre, c'est vrai que. Et à ton avis, est-ce que t'as un peu des idées sur quels vont être un peu les métiers les plus demandés euh, qui arrivent? Enfin, est-ce que tu penses qu'il y a des secteurs qui vont exploser? Bah, de manière assez facile, il y a deux types de métiers qui explosent déjà, qui sont dans le grand besoin. C'est le métier bah, du développement informatique, hein. Et notamment, en fait, en développement informatique, il y a ce qu'on appelle le front-end, où on va pas mal gérer le développement des interfaces, ce que voit l'utilisateur, et le Le back-end, back-end. c'est-à-dire tout ce qui permet en fait d'aller gérer le fonctionnement même de la plateforme.
Il y a d'autres métiers, je ne rentre pas dans le détail, mais le front-end, c'est vraiment un métier qui monte en puissance, qui a été négligé pendant très longtemps, parce que c'était vu un peu comme le truc qu'on fait vite fait. De plus en plus, avec l'importance qu'on attache au visuel et à l'expérience d'utilisation, ça monte fortement en puissance. Donc il y a ça. Il y a les métiers de la donnée, data analyst, data scientist, data engineer, data visualizer, enfin tous les métiers en fait si vous adorez, si vous êtes fan d'Excel ou si vous êtes fan des maths, globalement ça vaut le coup d'aller creuser ça parce qu'il y a des salaires qui sont très élevés, qui sont hyper attractifs, les métiers sont hyper intéressants. Ouais. Et après il y a tous les métiers du design où pareil c'est en train de monter très très fort et notamment sur des métiers qui existaient à peine il y a 10 ans ou même 5 ans, genre UX designer ou product designer. C'est comment est-ce qu'on imagine la meilleure expérience possible, que ce soit pour une boulangerie, que ce soit pour un site web, que ce soit pour un vol d'avion, ou une voiture, la porte d'une voiture qui claque, quel bruit ça fait, tout ça, c'est la notion d'expérience utilisateur. Et c'est des métiers le développement informatique, c'est le code. La data, ça va être beaucoup la logique, la maîtrise des outils d'analyse et un peu de code. Les métiers du design, ça va être, et là on parle pas simplement de savoir dessiner, on n'a plus besoin de ça aujourd'hui pour être UX designer par exemple. Ça va être de la psychologie, de la compréhension, de l'écoute active. Ouais. Et on a fait de la psychologie, on peut faire UX quoi, si on accepte de bien écouter. Ouais, tout à fait. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Je pense que le petit mot de la fin, c'est est-ce que tu penses que la communication c'est magique? Est-ce que ça fait la différence? Et du coup, t'as écrit aussi sur ton livre comment faire la différence. Et selon toi, c'est quoi alors qui fait la différence? Est-ce que c'est la communication? Alors, t'as écrit les 4 C. Du coup, je suppose qu'on va peut-être reprendre là-dessus. Mais dis-nous, est-ce que pour le mot de la fin? Je pense que quand je parle de faire la différence, c'est vraiment lié à cette mission de vie que je porte. Autrement dit, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir un impact si on le veut. Ouais. Et moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où il y a des gens qui n'ont pas les meilleures compétences, mais qui sont au premier plan. Donc la communication est clé pour ça. Il faut savoir ce qu'on appelle se brander, se marketer, enfin tous les termes anglais. Il faut savoir se mettre en avant, il faut savoir se vendre. Donc d'un côté, il faut vouloir progresser sincèrement, et d'un autre côté, il faut accepter d'apprendre à jouer le jeu, de se mettre en avant, se vendre et créer des choses qui permettent de nous valoriser. Et donc, ça prend du temps. Moi, ça fait une dizaine d'années que je bosse sur cette logique-là. Mais je sais en tout cas que ça paye parce que ça permet en fait d'une part de trouver un sens à ce qu'on fait, de mettre un fil rouge. Et en plus de ça, ça permet de faire la différence à son échelle parce qu'on finit par être reconnu pour ce qu'on fait. Si on le fait avec assez de passion, avec assez de dévotion et qu'on sait communiquer, et on sait communiquer, c'est important, on finit par faire la différence. Ouais, voilà, ça fait beaucoup de choses à mettre en place, mais il faut bien commencer quelque part, et le plus important, ce que je dis, c'est de commencer, effectivement, de construire, comme tu disais, et en tout cas, si tu as un objectif, ça permet aussi d'avoir peut-être les petites étapes qui permettent d'y arriver, ou en tout cas, de s'en rapprocher, donc effectivement... Se fixer des objectifs, ça c'est la règle numéro 1, il n'y a que comme ça qu'on avance. Ouais, et la to-do list, et puis aussi la done list, qui est un bon outil qui permet de se dire, en fait, je fais des choses, et j'arrive à cette année, pour 2020, même s'il y a eu le Covid, le confinement, du coup, tu as été inspiré pour la science-fiction, apparemment, et c'était peut-être avant, tu avais eu l'idée, mais effectivement, il se passe pas mal de choses cette année qui font penser que, collapsologie, tout ça. Et un truc important, c'est que j'entends, je croise énormément de gens qui me disent, ouais, mais moi, je suis personne, je sais rien faire, je peux pas, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Je vois des gens tous les jours qui sortent de nulle part et qui, sans aucune légitimité, prennent des statuts, des positions pour lesquelles ils sont même pas qualifiés. Tout le monde a des talents, et si c'est le fait de savoir se mettre en avant, ok, fine. Mais vous avez tous quelque chose que vous pouvez valoriser. Qu'est-ce que vous aimez faire, Ouais. sur quoi vous êtes bon, et mettez-vous des objectifs là-dessus.
Ouais, et puis je trouve que maintenant aussi avec les technologies, on peut aussi se connecter avec les mêmes personnes qui ont les mêmes passions. Et ça permet aussi d'être plus facilement échangé, plus facilement trouver des nouveaux outils. D'ailleurs, on en parlait aussi avec Jérémy. Moi, j'utilise beaucoup Discord, qui est une plateforme où vous avez des serveurs et vous pouvez parler avec plein de gens qui sont de plein de communautés différentes. Et je suis assez conquis par l'outil depuis quelques mois parce qu'il permet de faire plein de trucs et notamment d'avoir accès à ces communautés qui parlent plus ou moins de jeux vidéo, mais vous avez d'autres sujets aussi sur le marketing, la publicité. Et en tout cas, ça permet effectivement, c'est des mondes un petit peu invisibles, du coup, on les connaît pas, mais maintenant avec YouTube, avec plein de gens passionnés comme Jérémy, comme moi, bah, on peut développer ses idées et ses projets. En tout cas, merci beaucoup Jérémy pour l'accueil. Hâte du coup de lire les prochains livres. Et puis merci encore pour ta participation. Merci à toi, Jérémy. Bah, je te souhaite une très bonne soirée. À très vite. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut. Merci beaucoup Jérémy pour du coup cette interview Reka. Ça y est, c'est fini. C'était la dernière de l'année 2020. Quelle aventure. On a reçu plein de gens passionnés, formidables, qui nous ont appris plein de choses. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses et j'ai essayé aussi de vous partager ça avec vous dans les Jedi Classroom. Donc demain, on finit en faisant un spectacle de magie en ligne. Ce sera à 20h. C'est sur le lien sera dans le chapeau digital, mais je le mettrai un petit peu partout sur les réseaux. J'espère que vous pourrez vous joindre à nous. Et pendant ce temps-là, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous demain et vendredi aussi, il y en aura une à 20h en tout cas pour le spectacle de magie avec Idriss, Axel. Et on aura la surprise demain parce qu'on fait un peu cabaret digital. On aura aussi Anatole, on aura Taha. Et l'idée, c'est que ce soit interactif, c'est pour les grands, pour les petits.